Je voudrais terminer avec vous la leçon sur la marine et sur la guerre de Louis XV et de Louis XVI, qui a été interrompue un peu brusquement parce qu'il n'y avait plus de batterie ou il n'y avait plus de place sur la carte vidéo. Et donc j'en étais resté à l'évaluation des flottes par Castries vers 1786-1787, les différentes flottes, ce qui donne une idée, n'est-ce pas, de la domination des Anglais et des Français, qui sont très loin devant toutes les autres flottes, quelles qu'elles soient, Espagne comprise. Dieu sait si l'Espagne a pu être une grande nation maritime. À la fin du XVIIIe siècle, ça n'est plus le cas bien clairement. Alors, cette opposition entre les différents pays pour des raisons maritimes, pour des raisons commerciales, s'est incarnée dans les guerres du XVIIIe siècle. Il y a dans les traités de paix toujours des clauses coloniales à l'avantage du vainqueur pour sanctionner le vaincu, et ce qui montre l'importance de la guerre sur mer, de la mer pour les nations. Au traité d'Aix-la-Chapelle, en octobre 1748, Louis XV est ainsi obligé de rendre les conquêtes qu'il a réalisées aux Pays-Bas, Anvers, embouchure de l'Escaut ou Madras. Il doit désarmer Dunkerque, ce qui sera fait en août 1749. Au retour, les Anglais rendent Louisbourg. C'est le statu quo. Mais les pertes françaises ont été très importantes. On a perdu 23 vaisseaux, 9 frégates, 6 corvettes, 3 flûtes. Alors qu'il n'y a pas eu vraiment de combat naval, une seule bataille rangée au Cap Sissier. En février 1744. Il reste aux Français 57 vaisseaux, plus 10 qui sont en construction. C'est là donc l'essentiel de cette guerre de succession d'Autriche. Le traité de Paris, le 10 février 1763, qui met fin à la guerre de 7 ans, voit la perte du Canada, de Minorque, la perte du Canada, alors que Minorque est rendu, les Antilles récupérées, ainsi que les comptoirs de Coromandel. Par contre, Dunkerque va être désarmé à nouveau en 1753. On a perdu 93 bâtiments. C'est une très grosse guerre navale quand on compare avec la précédente. Pour la guerre d'indépendance des États-Unis, la guerre commence sur la mer. En mars 1778, les Anglais arraisonnent les bateaux français. 158 bâtiments ont été arraisonnés avant même les ruptures des relations diplomatiques. Les Anglais alignent 72 vaisseaux, les Français 48, les Espagnols 42. Les guerres ont été sur toutes les mers, n'est-ce pas, les guerres maritimes. Vous avez eu en particulier
bien sûr le long des côtes américaines. L'escadre de Destin à Savannah va avoir une grande importance. En septembre 1779, les Anglais doivent évacuer Rhode Island et Rochambeau est débarqué par la flotte de Ternay pour soutenir les insurgents américains. On a des actions en Inde, c'est l'œuvre de Suffren en 1782. Et puis il y a l'action décisive de l'amiral de Grasse qui va bloquer Yorktown par la mer et l'obliger à capituler le 19 octobre 1781. C'est la victoire décisive qui met fin à la guerre en faveur des Américains. Cela dit, l'escadre de Grasse sera détruite quelques mois plus tard, en avril 1782. Le résultat, c'est 948 millions de livres pour la marine seule qu'a coûté cette guerre. Il y aura une dette énorme à régler à la fin de cette guerre d'Amérique qui va plonger le Trésor royal dans les affres de la banqueroute et être l'étincelle qui mettra le feu aux poudres, sauter l'Ancien Régime. La paix de Versailles, négociée en septembre 1783, n'apportera pas de compensation territoriale maritime aux Français. Seule est la possibilité à nos pêcheurs de pouvoir exécuter leur travail jusque sur les côtes de l'Amérique. Voilà comment on peut donner quelques éléments sur cette marine de guerre qui est devenue un élément essentiel de la politique militaire et diplomatique française. Et ça l'est toujours. Donc, la tradition maritime française, c'est Colbert Louis XIV, son développement sous Louis XV et Louis XVI, et un développement toujours plus majeur jusqu'à encore aujourd'hui, où nous sommes les seuls avec les États-Unis à avoir une marine de guerre complète. Petite marine par rapport à celle des États-Unis, mais marine réellement indépendante, qui s'autosuffit et qui n'a besoin de personne pour partir en campagne. On a même un porte-avions, c'est dire. Voilà donc quelques idées sur la marine. Je voudrais maintenant vous parler de deux grands souverains. Il s'agit de Marie-Thérèse d'Autriche et de Frédéric II. Frédéric II de Prusse, ce sont les deux grands souverains despotes éclairés du XVIIIe siècle. Ils représentent la puissance continentale, l'une qui monte, c'est Frédéric II de Prusse, l'autre qui, après avoir connu de grosses difficultés, se stabilise, se maintient. Donc l'Empire a été vaincu en 1648. On ne peut pas dire qu'elle ait vraiment triomphé lors de la guerre de succession d'Espagne. Et on va voir les grosses difficultés que va rencontrer la succession de Charles VI, empereur, qui se trouve sans avoir
de garçons pour lui succéder, et donc qui va organiser la pragmatique sanction qui met Marie-Thérèse d'Autriche comme impératrice et avec le pouvoir sur l'Empire. Alors, Marie-Thérèse, c'est la grande souveraine catholique. C'est celle qui fait le cœur du XVIIIe siècle et qui va négocier en particulier le renversement des alliances, mettant fin à 3 siècles de guerre acharnée entre la France et l'Empire. Que représentent les Autriches? C'est comme cela qu'on les appelle au pluriel. Vous avez les possessions habsbourgeoises, autrichiennes, qui ne posent pas de difficulté, auxquelles on doit rajouter une mosaïque de territoires qui ne sont pas unis, qui ne sont pas d'un tenant, et qui regroupent des populations d'origines très diverses et de religions très diverses. Le royaume de Bohême avec la Moravie, depuis 1526, est apanage de l'empereur. Le royaume de Hongrie, aux confins militaires avec l'Empire ottoman, avec des parties comme la Dalmatie, la Croatie, Serbie. Les Pays-Bas espagnols, depuis Rastatt, c'est-à-dire 1713. Le Milanais, Parme et la Lombardie, donc des possessions italiennes. L'union se fait par la lutte contre les Turcs, l'Empire ottoman, mais qui au début du XVIIIe siècle est entré dans une décadence profonde et irrémissible. Et puis, la lutte contre la France. C'est une confédération de fait et non pas de droit. Chaque État a son organisme étatique et chaque minorité a ses droits par des constitutions particulières ou personnelles à l'intérieur de ces différents États. Charles VI, qui succède à son frère Joseph Ier, n'a que des filles. Charles VI était lui aussi un possible roi d'Espagne. Mais il a été débouté et c'est Philippe V, petit-fils de Louis XIV, qui a hérité de la couronne. Il a succédé à son frère Joseph Ier et lui-même, n'ayant qu'une fille, que des filles, il va être obligé d'établir cette pragmatique sanction le 19 avril 1713. La pragmatique sanction prévoit, c'est une déclaration solennelle qui concerne l'ordre successoral. Par ordre de primogéniture, les enfants de Charles VI sont supérieurs à la branche joséphine. Par ailleurs, si ces enfants, n'est-ce pas, sont réduits à Marie-Thérèse d'Autriche, à Marie-Thérèse qui est donc appelée à succéder à son père. La pragmatique sanction prononce aussi que les territoires resteront souverainement la possession de la maison d'Autriche. Il n'est pas question de démembrer cette maison. Alors, cette pragmatique sanction est érigée en loi d'État. Les diètes de Hongrie, de Croatie, de Bohême acceptent sans difficulté cette pragmatique sanction, d'autant plus que leurs privilèges respectifs sont confirmés. La Croatie reçoit en plus une promesse de protection contre un éventuel retour des Turcs. Les États d'Europe sont plus réticents, parce que, par exemple, l'électeur de Bavière prétend au trône de par son mariage avec une fille de Joseph Ier.
Élisabeth Farnèse voudrait mettre ses enfants sur les duchés d'Italie. Bon, cela dit, tous, plus ou moins, Russie, Prusse, Espagne, France, reconnaissent cette pragmatique sanction. Il s'agit aussi d'éviter que on relance le conflit qui vient de se terminer, conflit européen, à propos de la succession d'Espagne. On ne va pas recommencer pour une autre succession. Mais les affaires, finalement, ne sont pas vraiment réglées, car Charles Albert de Bavière prétend toujours à l'Empire, et François-Étienne de Lorraine, qui a renoncé à la Lorraine pour la Toscane, revendique la succession à l'Empire à la mort de Charles VI. François-Étienne de Lorraine est le premier prince franc-maçon de l'époque. François-Étienne de Lorraine espérait renforcer la monarchie autrichienne. Et de fait, cette rivalité entre François-Étienne et Charles Albert va mettre le feu à l'Europe. La grande épreuve commence en 1740. La Prusse va revendiquer la Silésie, la province la plus riche de ces États patrimoniaux habsbourgeois autrichiens. C'est un ultimatum qui est posé par Frédéric II en décembre 1740. La Silésie contre Savoie en faveur de la pragmatique sanction, 2 millions de thalers et l'alliance entre les deux monarchies. Frédéric II montre là son intérêt majeur. Et finalement, il n'y a que cela qui l'intéresse. De fait, il va trouver un s'allier avec le prince de Bavière, qui, lui, voudrait mettre la main sur la Bohême, et la France, qui est toujours l'ennemi juré de l'Autriche. Prusse, Bavière, France, contre l'Angleterre. L'Angleterre qui apporte des subsides à qui elle veut, à qui est prêt à soutenir ses intérêts, et c'est-à-dire à affaiblir les intérêts de la France. Marie-Thérèse se trouve obligée alors de coaliser les forces autour d'elle et fait appel à la Hongrie en 1742. Donc la guerre a éclaté. C'est une suite de revers d'abord pour Marie-Thérèse. L'appel à la Hongrie est couronné de succès, au point même que les troupes autrichiennes iront jusqu'à occuper Munich et délivreront Prague. Les troupes bavaroises sont étriées. Les Anglais, alliés donc des Autrichiens, Cumberland, avec Charles de Lorraine, sont défaits par Maurice de Saxe à la grande victoire de Fontenoy. C'est pour cela que je vous indique la date, car c'est la grande victoire française du XVIIIe siècle. 11 mai 1745. C'est un nouveau renversement. Mais la mort de Charles VII, qui suit, ne va pas mettre fin à la guerre immédiatement à cause de l'Angleterre. Ce qui est certain, c'est que l'Autriche est obligée d'abandonner les Anglais, alliés peu sûrs, trop intéressés, et se tourner vers la Russie en 1746. Par ailleurs,
la Prusse signe une paix séparée avec l'Autriche, la paix de Dresde, le 25 décembre 1745. Frédéric II, qui a mis la main sur la Silésie, conserve cette terre, c'est ce qu'il voulait avant tout. En 1748, la guerre va continuer, donc Autriche contre France, et pour rien, parce que les Français n'ont aucun intérêt dans cette histoire, et les Autrichiens guère plus, et se termine en 1748 cette guerre de succession vaine par la reconnaissance de la pragmatique sanction, de nouveau, par des États, mais qui, ne pouvant plus, n'ayant pu mettre par terre cette monarchie autrichienne, sont là donc forcés de le reconnaître vraiment, définitivement, cette pragmatique sanction. Marie-Thérèse est reine de Bohême, François-Étienne est empereur, le grand perdant, finalement, c'est Charles-Albert de Bavière. Des restitutions mutuelles se font, comme on vient de le voir, entre Anglais, Français et Autrichiens. Alors, Marie-Thérèse va avoir les mains libres à partir de cette fin de guerre de 1748 pour redresser complètement le royaume qui a beaucoup souffert. Elle le fait aider de Haugwitz, au début chancelier, qui imite l'œuvre administrative de la France et de la Prusse, centralise les finances, assure la permanence d'une armée de 108 000 soldats en temps de paix. C'est la centralisation étatique que suivent tous les États européens de l'époque. Cette réforme va contrebalancer la perte de la Silésie. Reconstituant le potentiel autrichien, c'est aussi une préparation à une éventuelle guerre pour récupérer la Silésie. Et c'est l'œuvre diplomatique dont nous avons parlé avec la Russie et avec la France, avec le renversement des alliances, comme nous l'avons vu aussi dans la leçon précédente. Cette œuvre de renversement des alliances est le fait de Kaunitz, qui va succéder à Haugwitz. Alors, Kaunitz a été ambassadeur auprès du roi de France, et, ami de la Pompadour. Cela a beaucoup facilité les choses, et une fois qu'il est passé de l'ambassade à la chancellerie, eh bien, il a transmis à Starhemberg les négociations projetées et réalisées finalement avec la France, et lui étant chancelier, ne pouvait que les approuver. Ainsi reconstituée, l'Autriche se sent assez forte pour repasser en guerre. C'est la guerre de 7 ans, et alliée avec la Russie et avec la France, l'Autriche pense pouvoir récupérer la Silésie. Il faut reconnaître que malgré les efforts de centralisation, l'Autriche n'est pas prête. Les Alliés manquent de pugnacité, il n'y a pas de commandement unique, de bons généraux, hein, comme Lacy par exemple, mais on se mesure un très grand général qui est Frédéric II, le meilleur commandant, le meilleur chef du XVIIIe siècle. Ça va être une déception profonde pour la France. C'est une guerre qui ne sert à rien, qui est perdue et qui coûte très cher. Le traité de Paris est très humiliant pour les Français. Pour Marie-Thérèse, c'est aussi une guerre inutile, navrante, qui a divisé ses ministres entre eux, Kaunitz, Haugwitz, et qui oblige à reprendre de loin, n'est-ce pas, la réorganisation de l'Empire. Alors,
cette réorganisation, elle est fondée sur une dynastie très solide. 13 enfants sur 16 survivent. Grâce à cette fratrie, Marie-Thérèse va pouvoir organiser toute une suite de mariages qui sont en même temps des alliances, donc profitables aux Habsbourg-Lorraine. Mariage catholique, Élisabeth Marie-Thérèse refuse des alliances avec des impies comme Wurtemberg ou des scandaleux comme Louis XV. La grande réussite de ces mariages, ce sera celui de Marie-Antoinette avec Louis XVI. Un de ses fils, Max Franz, par permission française, monte sur le trône, la cathèdre de l'archevêché de Cologne. C'est aussi un bon point, une belle réussite de la diplomatie de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse a placé ses enfants un peu partout en Europe pour garder la haute main sur les affaires intérieures de l'Autriche. Ils s'occuperont des affaires étrangères, en aucun cas de la question tchèque, tout d'abord. Et remis en cause la féodalité en Bohême, en particulier donc la noblesse de Bohême, qui est très remuante, très puissante. Mais la corvée est trop lourde et elle suscite une réforme agraire que Marie-Thérèse va mettre en place par la patente de corvée, le 13 août 1775. Patente de corvée. Marie-Thérèse va réaliser quelques extensions territoriales remarquables. Continuant sa guerre contre l'Empire ottoman, elle met la main sur Bucovine, la Roumanie, la Valachie. Ces États sont sous tutelle. Elle, avec la Russie, se partage la Pologne. Donc, 1774 avec la Turquie, 1772 partage de la Pologne, Russie, Autriche et la Prusse aussi. Elle récupère donc la Galicie, qui est peuplée de 3 millions de Polonais. On la voit intervenir en Bavière en 1778. Son action permet à l'Autriche, pourtant très affaiblie au début du XVIIIe siècle, mise en danger par la guerre de succession d'Autriche, d'être l'État central européen, prospère, un empire plus grand que la France, 25 millions d'habitants au milieu du siècle, ayant réussi cette alliance solide avec la France, et donc tout à fait apte à résister à ces deux concurrents montants, puissants, la Russie et la Prusse. Le prestige moral de Marie-Thérèse est universellement reconnu. C'est une grande catholique, fervente et pratiquante. Elle a évité les problèmes des nationalités allemands, hongrois et slaves. Marie-Thérèse, c'est vraiment la grande souveraine de l'Europe centrale. Elle a cependant un concurrent, Frédéric II de Prusse, 1712-1786. Frédéric II est un homme moderne, c'est un souverain moderne, c'est vraiment le modèle du despote éclairé. Il a fait l'admiration de Voltaire. Qu'en est-il exactement de cet homme
emblématique, assurément un génie sur le plan militaire et sur le plan politique et sur le plan administratif. La Prusse est un petit pays sans relief au début du XVIIIe siècle. Berlin est une ville de bois et de briques. C'est d'ailleurs 2 villages initialement qui ont été réunis en un. Brandebourg reste une contrée plutôt désolée. La guerre de 30 ans n'a rien arrangé puisque la moitié des Allemands a péri pendant cette période. Frédéric II a un père plutôt grossier, au penchant sensuel. Il est affligé de maux de tête, de la goutte. C'est le roi sergent, Frédéric Guillaume. Il est cupide. Quiconque dispose de la pécule tient le militaire et le civil, dit-il. Maintenant, c'est un homme qui est franc, il a l'amour de son pays et il est très dévoué à la chose publique. Il se dit l'esclave de la Prusse. Au nom de ce dévouement à son pays, il exige un même dévouement à sa personne, une obéissance intraitable. Frédéric II aura du mal, bien que ce soit son père, à se plier à ces exigences, d'où tout un ensemble de difficultés dans sa jeunesse qui auraient pu ne pas aboutir, nuire grandement à Frédéric II et l'empêcher de devenir le premier grand roi de Prusse. Qui est ce Frédéric II ? Donc un petit garçon plutôt au maintien correct, mais sans culture classique, sans culture latine, tout est centré sur l'utilité. Un des plus grands parmi les vices, lui est-il inculqué, c'est la paresse. Frédéric II prendra à la lettre, n'est-ce pas, cette mise en garde, ni fête, ni opéra, mais au contraire, ménage, économie, vie modeste. C'est une espèce de roi bourgeois. Donc pas de latin, pas de littérature, il connaît juste la Bible et le Theatrum Europaeum, qui est un petit ouvrage de géographie politique. La diplomatie allemande, depuis un siècle et demi, cependant, a été pour lui l'occasion de ses études les plus profondes. À côté de ça, c'est un militaire, un grand amour pour le métier de soldat. Rien dans le monde ne peut accorder à un prince la gloire, si ce n'est l'épée, dit-il. De fait, précepteurs domestiques ne vont pas être à la hauteur de la demande de Frédéric Guillaume et qui voulait que son fils soit élevé à la dure. Il va se laisser aller et, conscient de la chose, son père le reprend en main et en 1725 le met à Potsdam dans une école militaire pour refaire son éducation qui était en train de diverger dans un sens romantique de damoiseau. Frédéric II se durcit contre son père, il va fuir, à l'étranger mettre sur pied des projets de coup d'État en 1729, il a donc 17 ans, et se trouve appuyé par un jeune officier, von Katte. En 1730. Ce coup d'État qu'il veut tenter, cette reprise du pouvoir qu'il essaye de faire contre son père est un échec. Capturé, le roi sergent met son fils en garde à vue en juillet 1730 et Frédéric II se croit arrivé au fond de toute impasse. C'est le désespoir où vous m'avez réduit.
le roi sergent lui impose de répondre à 180 questions pour lui faire toucher du doigt la gravité de sa révolte, la reconnaissance de ses torts. Et fondé sur ce questionnaire, il le fait passer en conseil de guerre en octobre 1730. Les rêveurs, les mécontents se rassemblent autour de lui, mais Frédéric Guillaume ne laisse rien passer à son fils. Il impose la mort à Van Kette et une surveillance étroite, lui montrant que pour ce pays jeune et fragile qu'est la Prusse, il faut absolument que son fils s'impose une discipline ferme pour éviter tout relâchement à la tête de l'État et peut-être même tout mouvement d'opposition contre le pouvoir royal. Alors, Frédéric II est sensible aux leçons de son père. Il accepte un serment d'obéissance aux ordres du roi, il est réintégré progressivement, il découvre sa place vraiment dans le royaume. En 1731, il va se mettre aux pieds de son père et, repentant, reconnaître ses erreurs, en particulier comment sa fuite dans le Hanovre et l'organisation de ce coup d'État auraient obligé son père à rentrer en guerre contre cet État. Donc Frédéric II avait vraiment agi avec beaucoup de légèreté. Il se marie en 1732 avec une princesse de Brunswick. Je plains cette pauvre personne, car ce sera la princesse la plus malheureuse du monde, dit son père. À cette occasion, cependant, il est réintégré dans l'armée, et alors cet amour de la chose militaire va pouvoir se donner libre cours. En 1740, il est roi de Prusse, et cette fois-ci, il va tenir son rôle à la perfection, acclamé par le peuple. Il commence son règne par 20 édits philosophiques. Il supprime les tortures, les primades dans l'armée, il rappelle les exilés. Voltaire l'appelle « votre humanité ». Très sagement, il va garder les ministres de son père, les usages de l'administration Hohenzollern, et toujours sa modestie et sa simplicité dans ses déplacements, par exemple, pas plus de 3 chariots suffisent à transporter toutes ses affaires, ce qui donne une grande liberté pour aller d'un coin à l'autre de la Rhénanie à la Prusse, au Brandebourg. C'est vrai aussi que Voltaire va perdre ses illusions, constatant combien ce Frédéric II est finalement un homme à poigne. Un homme simple, un homme à poigne, et un homme qui a un regard critique sur la France, dont il ne veut surtout pas adopter la pensée, la manière d'agir qui se développe à l'époque et qui est celle des Lumières. Dès le début de son règne, Frédéric II a le projet d'annexer la Silésie, qui est contiguë au Brandebourg, qui est la porte de la Bohême et qui est un pays extrêmement riche. Les conseillers sont contre l'entrée en guerre de Frédéric II. Cette audace va surprendre tout le monde. Il saute sur la Silésie sans déclaration de guerre et provoquant donc un pays qui est
5 fois plus important que lui, l'Autriche, des Habsbourg, qui a toute une tradition, un rayonnement, une importance. Enfin, c'est le petit pousset contre Goliath, c'est un nain contre un géant. La conquête de la Silésie est accomplie en moins d'un mois. C'est une guerre éclair. Breslau est pris sans heurts. Les bourgeois de Silésie refusent à l'Autriche la permission de faire entrer ses armées. Avec 22 000 hommes, une toute petite armée, et 13 000 chevaux, 34 canons, Frédéric II a tenu en échec la première nation d'Europe. À Berlin, c'est un retour triomphal. Mais le conflit est loin d'être terminé, il va durer 8 ans. La Prusse Frédéric II va s'illustrer dans un cavalier seul, qui ressemble un petit peu au cavalier seul des Anglais. Sur le plan continental, la Prusse est ce qu'est l'Angleterre sur le plan maritime. Frédéric II défait ses alliances, il traite à part de ses alliés, par exemple avec l'Autriche, le 9 octobre 1741, la France qui était rentrée dans cette alliance avec la Prusse parce qu'elle est toujours contre l'Autriche et en plus l'Autriche était alliée à l'Angleterre, la France va se retrouver seule dans ce conflit alors qu'elle était venue pour épauler la Prusse qui en était responsable de ce conflit. Traité en 1741, nouveau traité en janvier 1742, tout à fait à l'inverse. Frédéric II finit par signer la paix seul, en gardant la Silésie, en ménageant les vaincus, il ne veut pas les humilier, il a raison, il sait qu'il n'est encore qu'un auxiliaire des grands de ce monde. À partir de ce moment-là, la politique de Frédéric II, c'est de défendre la Silésie, et les guerres qui suivront seront à cause de cette nécessité. Cette conquête est fragile, à cause de cela, il est obligé de se brouiller avec la Saxe, le Hanovre, l'Autriche, mais il aura le soutien de l'Angleterre, parce que l'Angleterre veut affaiblir la France dans ses colonies. En 1700, d'où la deuxième guerre majeure du milieu du siècle, qui est la guerre de 7 ans, la Prusse tient tête sur le terrain continental assez grand que sont la Russie, la France et l'Autriche, et conserve la Silésie. Elle ressort cependant ravagée de cette guerre, cette deuxième guerre. Après 1763, tranquille dans ses frontières, Frédéric II va alors se consacrer à la reconstruction du royaume. L'historien Pierre Gaxotte dit qu'il apparaît là comme un roi épicier. Il chevauche dans ses terres pour découvrir les besoins et mettre au point sa politique intérieure, reconstruire le pays. Il développe les arts, c'est le roi philosophe. L'opéra de Berlin est fondé par lui, des artistes viennent de partout, il nomme des Français à la tête de l'Académie de Berlin. La Banque de Prusse est créée, et cela d'autant plus que l'armée coûte extrêmement cher. 2 millions de thalers pour 154 000 hommes. Quand on voit la petitesse de la Prusse par rapport à la grandeur de l'Autriche, et comment il a une armée 1,5 fois plus importante que celle d'Autriche, alors on comprend les
les sacrifices que le roi impose à ses citoyens. Helvétius viendra installer le système de la ferme générale en Prusse. Helvétius qui est un athée, qui est un philosophe, et qui donc va s'accorder tout à fait bien avec ce Prussien qui est un déiste et qui annonce d'une certaine manière un peu la philosophie kantienne. La monarchie repose sur le roi seul. Il n'y a pas d'institution, il n'y a pas vraiment de loi fondamentale. Simplement, la grande valeur, c'est le travail, grande valeur nationale, Arbeit. Peut-être une tendance un peu trop prononcée à la fiscalité. Il veut toujours avoir de la réserve pour équiper une armée le plus vite possible. 3 ans de revenus, alors que les Français, au contraire, mangent 3 ans de revenus par avance. C'est peut-être malgré tout une faute économique en ce sens que cet engrangement d'argent dans le trésor royal manque aux investissements et donc à la dynamique économique de l'Allemagne. En décembre 1777, l'électeur de Bavière meurt sans héritier. C'est un concurrent direct qui disparaît pour Frédéric II, qui devient alors le protecteur de tous ces petits États allemands. L'Allemagne était traditionnellement fondée sur quelques grands États, dont le plus ancien, le premier en quelque sorte, c'est la Saxe, c'est l'État de Luther d'ailleurs, la Saxe et puis la Bavière. Les deux sont éliminés au profit de la Prusse. Et Frédéric II laisse alors un État prospère, une armée qui est la première d'Europe, des projets qui sont extrêmement simples, supplanter la maison de Habsbourg à la tête du monde germanique. C'est ce que réaliseront très rapidement, finalement, ses successeurs, car Frédéric II meurt en août 1786, à sans souci, à la veille de la Révolution française. Révolution française qui va entériner le déclin de ces grandes nations européennes, France, même s'il y a le sursaut napoléonien, France et Empire d'Autriche, l'Empire romain est supprimé en 1806. Et du coup, l'Autriche se retrouve quasiment au coude à coude avec cette nation prussienne, qui est une nation militaire, centralisée, véritablement la nation germanique luthérienne du nord de l'Europe, une nation en plein dynamisme et qui fera parler d'elle dans les siècles suivants. Frédéric II a, dans la perspective suivant la trace de Luther, fortifié l'unité allemande. C'est tout pour aujourd'hui.